Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Si, par une nuit d'hiver, un voyageur d'Italo Calvino. C'est une note de bas de page dans le livre Le septième sens du collectif artistique Tuva qui m'a guidé vers ce roman-là. Ce roman sur le roman, cette œuvre sur la littérature est un beau voyage complètement fou. Italo Calvino est né en 1923 à Cuba de parents italiens qui sont rapidement retournés en Italie peu après sa naissance. La Deuxième Guerre mondiale a interrompu ses études en agronomie, il a joint la résistance. En 1947, il a fait paraître son premier roman, un roman réaliste, Le Sentier des nids d'araignées, qui relate son expérience de résistant. Dans les années 50, il abandonne le réalisme pour se tourner vers la formule du conte fantastique. C'est souvent ces romans-là qui sont cités quand on fait une recherche sur Internet, notamment sa trilogie Nos ancêtres. Entre 1967 et 1980, il habite Paris, où il joint l'Oulipo. Il traduit d'ailleurs 2 romans de Raymond Queneau. Vers la fin de sa vie, ce sont des œuvres satiriques, philosophiques, qu'il publie. Italo Calvino est mort à Sienne, en Italie, en 1985. Le roman « Si par une nuit d'hiver, un voyageur » a été publié en 1979, cette traduction de Daniel Salenave et François Val en 81. J'ai lu qu'il y avait une nouvelle traduction en 2015. De quoi s'agit-il? Chaque chapitre est divisé en 2 parties. Dans la première partie, le narrateur s'adresse au lecteur. Le roman commence comme ceci. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. Alors, après quelques pages comme ça, commence véritablement Si par un soir d'hiver, un voyageur. Et là, il y a toute une ambiance de gare embrumée, puis une attente, et il y a un suspense qui commence à se développer très lentement. Puis au moment où on commence véritablement à embarquer, puis à se demander ce que le narrateur fait là, et ce qui va se passer, et c'est quoi le mystère, oups, on change de chapitre et on revient un chapitre au-dessus, et le narrateur nous apprend il y a un problème d'impression dans ton livre. Alors, cher lecteur, tu es un peu frustré dans ta lecture, tu dois attendre à demain, tu dois retourner à la librairie. Il y a eu un mélange entre Si par une nuit d'hiver, le voyageur et un autre roman qui s'appelle En s'éloignant de Malbork. Alors, encore une fois, tout un passage au-dessus, et ensuite, on reprend. Un autre début de roman. Puis, ça coupe encore, il y a des pages blanches dans ton roman est défectueux. Et ainsi de suite, il y a plusieurs débuts de roman. Ça nous met toujours sur le qui-vive et ça attire beaucoup notre attention sur nos attentes de lecteur, donc ça joue avec nous, et c'est très, très, très ludique. Et là, dans les parties au-dessus, il y a le lecteur, il y a éventuellement la lectrice, et il y a la figure nébuleuse du traducteur. C'est probablement lui qui est le derrière ces manigances de traduction. Chacun des romans qui commence nous est présenté comme une traduction, une adaptation de l'autre, et il y a toujours des points communs, mais à chaque fois, c'est complètement différent. C'est cette figure énigmatique du traducteur qui est derrière tout ça. Il s'appelle Hermès Marana. Hermès, c'est le messager des dieux chez les Grecs. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est à la fois le dieu des commerçants et le dieu des voleurs. Les thèmes principaux, ce sont les thèmes du vrai et du faux, le thème de la mystification, de la trahison, du double, des miroirs. En italien, d'ailleurs, il y a une expression qui dit « traditore, traduttore ». Le traducteur est un traître. Et ça, c'est vrai qu'en fait un travail de traduction, on observe, il faut trahir à un moment donné l'œuvre originale pour vraiment en livrer l'essence. Donc ça, c'est vraiment une réflexion philosophique en soi sur la traduction, mais qui est ici poussée plus loin dans tout le jeu de il y a un vrai roman, il y a un faux roman. Tout le monde autour du roman et de l'écriture est évoqué. Donc on a l'auteur, le traducteur, le professeur, les éditeurs. On a même des mondes un peu fantaisistes, c'est-à-dire les ordinateurs qui pourraient écrire des romans parfaits, d'autres ordinateurs ou des programmes informatiques qui font le catalogage des mots par fréquence. Plus le roman avance, plus on s'en va à l'autre bout du monde. Il y a d'ailleurs plein de cultures et de nations inventées. On est rendu dans un roman d'espionnage où il y a beaucoup de censure, des faux, la recherche du vrai. Donc, c'est tous ces questionnements-là sur la vérité dans la littérature qui sont posés, mais d'une manière pas sérieuse, amusante et légère. À partir du moment où on est capable, comme lecteur-lectrice, de ne pas être frustré par ce qu'il n'y a pas dans le roman.
Il y a un jeu que j'ai trouvé vraiment beau dans les descriptions. Régulièrement, les descriptions cessent de décrire ce qu'elles avaient commencé à décrire et elles se mettent à se décrire elles-mêmes. Donc, plutôt que de continuer à décrire la pièce, tout d'un coup, Calvino décrit la description. Donc, il nous dit, ah, ici, tu as une description très, très, très détaillée qui te donne tel effet, qui te fait vivre cela. Ou à d'autres moments, ah, l'action est à partir de maintenant très haletante et ainsi de suite. Au lieu de te donner une action haletante, il te dit que l'action est haletante. Et ça fait la même chose. Pour qui aime la lecture, qui aime réfléchir en lisant, mais pas se casser la tête, qui aime remarquer la lecture qu'il ou elle est en train de faire, c'est vraiment fascinant. Il y a ce passage ici. Non, je suis pas à la bonne place. Au tout début de En s'éloignant de Malbork. Une odeur de friture flotte, dès l'ouverture, sur la page, ou plutôt une odeur d'oignon qui rissole, légèrement roussi. Le fait qu'il y a dans l'oignon des veines qui deviennent violettes puis brunes, et surtout en bordure à la frange extérieure de chaque petit carré qui noircit avant de dorer, c'est le jus de l'oignon qui, en se carbonisant, passe par toute une série de nuances olfactives et chromatiques, mêlées à l'odeur de l'huile qui fruit doucement. De l'huile de colza, le texte le spécifie, tout y est bien précisé, les choses avec leur nomenclature et les sensations qu'elles transmettent, tous les plats au feu en même temps sur les fourneaux, chacun dans son récipient pourvu de son nom exact, poêle, plat, rôtir, marmite. De même pour les opérations que comporte chaque préparatif, fariner, monter les œufs en neige, découper les concombres en fines rondelles, garnir de lardon le poulet à rôtir. Tout est concret ici, dense, défini avec une compétence sûre. Telle est du moins ton impression, lecteur. Même si tu ne connais pas certains plats, dont le traducteur a cru bon de laisser le nom dans la langue originale, la cheblintia, par exemple. L'important, c'est que toi, en lisant cheblintia, tu es prêt à jurer que la cheblintia existe. Tu en goûtes distinctement la saveur, même si de celle-ci le texte ne dit rien. Une saveur légèrement acidulée, à cause peut-être de la sonorité du mot ou de sa graphie, peut-être aussi parce que dans cette symphonie d'odeurs, de saveurs et de mots, tu ressens le besoin d'une note acidulée. Le langage fait toujours référence à quelque chose qui n'est pas là. Mais c'est une convention qu'on oublie. Ici, Calvino nous rappelle que le langage fait référence à quelque chose qui n'est pas là, que le récit fait référence à quelque chose qui n'est pas là. Nous inventons un goût à quelque chose qui n'existe peut-être pas, alors même que dans le texte, il n'y a pas de goût de mentionner. Et là, ça, c'est qu'un petit passage. C'est amusant. C'est vraiment très, très, très bon. Au sujet du projet en tant que tel, l'idée m'est venue d'écrire un roman tout entier fait de débuts de romans. Wink. Le protagoniste pourrait en être un lecteur qui se trouve sans cesse interrompu. Le lecteur achète le nouveau roman A de l'auteur Z, mais l'exemplaire est défectueux et ne contient que le début. Le lecteur retourne à la librairie pour échanger son exemplaire. Je pourrais l'écrire tout entier à la seconde personne. Toi, lecteur, je pourrais aussi faire intervenir une lectrice, un traducteur faussaire, un vieil écrivain qui tient un journal comme celui-ci. Alors, le roman qui est en train de s'écrire, c'est le roman qu'on est en train de lire. Jeu d'imbrication, jeu de miroir, parfait pour parler de la littérature, mais évidemment pour nous divertir aussi. Quand j'ai dit à une amie que je lisais ça d'Italo Calvino, elle dit « Ah, lui, je le connais pas, mais Calvino, c'est toujours bon. » Ben, ça veut dire que c'est mon premier, mais certainement pas mon dernier. C'était mes impressions de lecture de Si par une nuit d'hiver, un voyageur d'Italo Calvino. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous et bonne lecture.